Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 66e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on va parler d'actualité dans la NFL. Avec mes collaborateurs football, Thierry, Murray et Michael et Montcharlant. Ça va bien, les gars? Va très bien, toi. Ça va très bien, merci. Dans les dernières années, écoutez, on faisait un épisode au début de l'année pour parler un petit peu de la saison qui s'en venait. Faisait un épisode aussi au début des séries, évidemment avant le Super Bowl aussi. Et il y a un paquet de choses qui nous passaient un petit peu entre les mains de choses croustillantes qui se passaient dans une saison de la NFL. Oui, c'est juste 17 semaines, mais mon Dieu, qu'il s'en passe des choses dans une saison normale de NFL. Et cette année, on dirait que ça a été un petit peu amplifié. Ce qui pouvait se passer dans une saison complète, on dirait que ça a été condensé dans une demi-saison. Donc, on a décidé de vous partager certaines des choses qui ont retenu notre attention dans ces 9 premières semaines de football. On vient de passer la mi-saison. Donc, la semaine 10 s'en vient lors de la fin de semaine prochaine. Plusieurs choses intéressantes qui se sont passées. Donc, on va se lancer disons, dans une belle brochette de sujets intéressants pour les amateurs de football. Commençons, les gars, si vous le voulez bien, par les performances un peu en dents de scie des corps arrière vedettes. On sait ce qui est payant dans l'NFL, ce sont les gros corps arrière qui attirent l'attention. Puis certains ont livré la marchandise, mais les grosses têtes d'affiche qu'on attendait, les Pat Mahomes, Jalen Hurts, Joe Burrow, qui oui a été incommodé par une blessure quand même. Josh Allen, c'est beaucoup moins flamboyant que l'an passé. L'année dernière, il y avait une course formidable pour le MVP. Les carrières que je viens de vous nommer étaient complètement hallucinants côté statistique. Là, c'est un petit peu moins rose de la part de nos carrières. Je serais curieux de vous entendre sur vos impressions sur le travail des carrières vedettes dans la Ligue. Michael, pour commencer. Ben, je vais laisser Jalen Hurts à notre cher ami Thierry parce Ah, que de c'est son l'allure. carrière. Mais, mais tu sais, si je peux parler, par exemple, je vais y aller avec Josh Allen, des Bills de Buffalo. Je trouve que, tu as mentionné en dents de scie, Josh Allen est capable, je te dirais, du meilleur. Il est vraiment impressionnant par moment, mais des fois, il m'impressionne par ses crampes au cerveau. Parfois, je trouve qu'il essaie des jeux trop explosifs quand le moment est pas bon. Et je trouve qu'il y a beaucoup de difficultés à protéger le ballon cette année. Je pense que c'était son 5e match de suite avec une interception là, cette semaine. Il est Euh, déjà rendu à 9 par rapport à 14 l'année passée. C'est quand même des chiffres assez frappants, là. Ouais, je trouve que tu sais, c'est beaucoup trop pour un corps arrière qu'on dit étoile. Je trouve que puis la fiche des Bills s'en fait ressentir. Là. Ils sont moins Ouais. dominants cette année, je trouve, parce qu'ils protègent un petit peu moins le ballon. Pour ce qui est de Joe Burrow, rapidement, je pense que son gros contrat l'a peut-être affecté. Si ça ne l'a pas affecté, après ça, il y a eu sa blessure. On le voyait vraiment pas à l'aise dans la pochette. Il n'était pas capable de se déplacer. Donc, c'était très ardu. La semaine passée, ça avait plus d'allure au niveau de la blessure. Donc, il a repris du mieux. Deux, Puis, deux statistiques dans le cas de Joe Burrow, puis je vais me devoir de réexpliquer la signification d'une des statistiques les plus importantes pour un corps arrière. Donc, le fameux rate, donc qui oui, comprend cinq des variables les plus importantes pour un corps arrière, les passes tentées, les passes complétées, les verges accumulées par la passe, les touchés et les interceptions. Donc, c'est un mélange de tout ça pour donner une statistique. Disons que lorsqu'on dépasse la barre des 100, un bon taux pour un corps arrière. Joe Burrow, l'année passée, il était à 100,8. Cette année, il est à 90,6. Donc oui, sa blessure à un pied l'incommodait, mais lui aussi, on sent que la chimie avec Jamar Chase est moins là que l'année passée, là. ouais, mais tu sais, il se fait tout le temps, il se fait saquer quand même beaucoup, là. Il s'est fait rabattre 18 fois cette année, ce qui est assez élevé. Puis, évidemment, il était pas vraiment capable de se sauver, peut-être dans 3 des matchs, on pourrait Ouais. dire. Donc, il y a moins de temps, puis il peut pas étirer le jeu. Donc, ça laisse un petit peu moins de temps aussi à Jamar Chase, justement, d'avoir un petit peu d'improvisation là, dans ses tracés de passe, là. Thierry, du côté de. Commençons avec Jalen Hurts, puis on terminera avec Pat Mahomes.
Jalen Hurts, simplement pour parler de son niveau d'interception, l'année passée, la statistique est assez extraordinaire. Il en avait commis seulement 6. Il est déjà à 8. Et bien que les Eagles ont une fiche très positive, oui, par moments, Jalen Hurts a bien paru, mais par d'autres moments, ça a été beaucoup plus difficile, ce qu'on voyait beaucoup moins l'année passée, là. Ouais, effectivement, je trouve que à l'image de l'équipe, ça a été long avant de se mettre en marche. Je trouve Ouais. on a un nouveau coordonnateur offensif. On a vu certaines passes impressives. Je trouve aussi que le choix de jeu en début de saison était un peu douteux. Beaucoup de QB draw, je ne sais pas comment le dire en français, QB draw, mais des jeux un peu prévisibles avec OK. les jambes de Jalen Hurts qu'on n'avait pas l'année passée. L'année passée, beaucoup d'options course-passe. Cette année, il y avait beaucoup de jeux que la course était déjà prévue d'avance. Il n'y avait pas d'options. C'était vraiment un jeu de course. Puis ça fonctionnait mal. Après ça, justement, a eu de la difficulté à se mettre en branle avec A.J. Brown en début de saison. Là, ça semble être réglé avec A.J. Brown. Puis là, depuis quelques matchs, Jalen Hurts a repris du galon, mais effectivement, la machine a été longue à mettre en marche. Mais là, je pense qu'on s'en va sur une bonne voie. C'est sûr que là, puis je pense que ça fait bien aussi parce que les Eagles ont un début de saison quand même facile. Et là, on s'apprête à jouer plusieurs matchs contre des Ouais. équipes très fortes. Donc là, je pense que c'est quand même sur une bonne voie. Je pense qu'on s'améliore au niveau de Jalen Hurts. Puis je ne serais pas surpris de le voir avoir des très bonnes statistiques là, dans Du les côté prochaines semaines. de Pat Mahomes, pour terminer c'est le MVP en titre. L'année passée, son rate était extraordinaire à 105,2. C'est un petit peu moins rose cette année avec 96,7, déjà 8 interceptions par rapport à 12 l'année passée. C'est sûr que lorsque Travis Kelce marche un petit peu moins bien, mais là, on l'a vu beaucoup de cette année, ses receveurs le laisser tomber. Est-ce que selon toi, c'est la plus grosse raison pas des insuccès de Pat Mahomes, mais un petit peu du manque de production qu'on pourrait s'attendre dans son cas? Écoute, je me rappelle pas dans la NFL avoir vu un groupe de receveurs aussi mauvais que celui-là des Chiefs cette année. Honnêtement, c'est quelque chose, là. Euh, les receveurs échappent des ballons, ne sont pas capables de trouver des ouvertures. Comme tu l'as dit, si Kelsey n'est pas là, il n'y a personne qui est capable de lever son jeu d'un cran. Puis ça, c'est quelque chose que je suis un peu déçu des Chiefs euh, pendant le début de la saison et à la date limite des transactions. Ils n'ont fait aucun ajustement au niveau de la position de receveur. Ils ont amené Macaulay Michael Hardman, Hardman, Le mais, sauveur, Michael mais tu Hardman. sais, c'est pas ça qui va changer. Puis à la limite, si amener Michael Hardman, c'est pas une mauvaise idée, mais amène d'autres c'est quelque personnes chose aussi. d'autre. Parce Ouais. que là, tu vois que tes quatre premiers receveurs, là, ça vaut rien. Fait que là, essaye d'amener peut-être des vétérans ou des jeunes qui sont peut-être plus explosifs. Sur le marché des joueurs autonomes, il y avait encore des joueurs que peut-être sont vieillissants, mais peut-être prendre une chance avec eux autres. Chance. Ouais. Je sais que, mettons, T.Y. Hilton est encore disponible. Ouais, Marvin t'as Jones raison. a été libéré par les Lions. Oui, c'est des receveurs vieillissants, mais c'est des receveurs qui en ont vu d'autres. Ils ont de l'expérience. Là, je pense qu'on a un manque d'expérience. Après Et ça, dans la date on limite l'a des vu, transactions, du côté des il y a Chiefs, on rien. l'a vu, on a ramené un Juju Smith-Schuster, ça a marché l'année passée. Donc, ça a bien fonctionné. C'est effectivement un manque du côté des Chiefs. Parlons probablement l'équipe qui a le plus fait parler d'elle depuis le début de la saison. On les attendait, mais pas à ce niveau-là. On parle ici des Dolphins de Miami. Quelques statistiques en vrac, là, leur fiche. On a perdu la semaine passée contre les Chiefs à Berlin. Ce match-là, moi, je le laisse de côté. Quand on va jouer en Europe comme ça, la préparation n'est pas la même. Beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, qui peuvent déranger une équipe. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un point. Je sais on n'a pas battu des grosses équipes, mais celle-là, je l'oublie. On est quand même premier dans l'Est de l'Américaine. 285 points marqués dans la NFL. On est évidemment au premier rang. L'équipe qui est en deuxième position, les Eagles, en ont 252. Et c'est surtout leur performance extraordinaire lors de la semaine 3 contre les Broncos. On les a lessivés. On a marqué 70 points contre la défensive des Broncos. Donc, on les a humiliés. Donc, selon vous, les gars, qu'est-ce qui retient le plus votre attention du côté des Dolphins, Thierry, pour commencer? Ben, tu en as parlé un petit peu. Je trouve qu'avec les Dolphins, présentement, on a deux versions des Dolphins. On a la version contre les équipes en bas de 500 qui est juste phénoménale. C'est le rouleau compresseur. On l'a vu justement on l'a vu contre les Chargers, on l'a vu contre
les Broncos, on marque des points énormément. Puis il y a l'autre version aussi qui était peut-être un peu moins radieuse, c'est celle contre les équipes qui sont plus performantes. On les a vus contre Kansas City, on les a vus contre les Eagles. Contre les Eagles, ils n'ont absolument rien fait. Tyreek Hill n'a pas eu beaucoup de verges. Donc, c'est la question qu'on a à se poser, c'est quoi la vraie identité des Dolphins? Est-ce que c'est des imposteurs? Est-ce que finalement c'est une équipe vraiment qu'il faut prendre au sérieux? Là, en plus, ils ont quand même de la chance parce que je regarde leur calendrier. Cette semaine, sont en congé, mais après ça, c'est Raiders, Jets, Washington, Tennessee, New York encore, Dallas. Donc, tu sais, il y a beaucoup de matchs avec des équipes faibles. Donc, probablement que les Dolphins vont vraiment finir avec une très bonne fiche à la fin de l'année. Mais est-ce que ça va vraiment représenter une puissance de la NFL? J'ai des doutes on le verra en séries éliminatoires. Reste que l'équipe qui, lorsqu'elle met des points sur le tableau, elle est excitante à voir aller. Mickaël, de ton côté, qui est le ou les joueurs qui retiennent le plus ton attention? On va mettre le travail de côté de l'avant du carrière Tua Tagovailoa. 4e année, quelques statistiques rapidement, 19 touchés, 7 interceptions. Son rate est de 106,4 pour les verges par la passe, un premier dans la NFL avec 2609. Donc, il joue comme une superstar, là. Moi, ce qui retient mon attention, je te dirais, c'est que les Dolphins sont 2e dans la NFL pour les verges au sol. Donc, on dit souvent, mais un aide l'autre. Donc, c'est sûr que si la menace au sol, elle est présente, ça ouvre un petit peu également ça facilite le travail des receveurs. Donc, c'est sûr que Jalen Waddle et Tyreek Hill, c'est des marchands de vitesse. Puis Tua est capable de les rejoindre. Donc, il a le bras pour faire fonctionner Tyreek Hill. Puis, il y a déjà plus de 1000 verges captées. Ben, c'est ça, il y a comme une saison, il y a quasiment une saison complète à la mi-saison, là. C'est complètement fou. Puis je trouve que coach Mike McDaniel, ils sont le fun à voir aller. C'est extraordinaire. Il y a des stratégies. C'est one of the boys. Il est vraiment drôle et le fun à voir aller. Puis on voit que c'est pas improvisé. Il prépare vraiment bien ses matchs. C'est des belles stratégies. C'est original. Donc, the greatest show on earth. Tu parlais du jeu au sol. Ça retient effectivement notre attention. Oui, il y a Raheem Mostert qui 605 verges au sol, le vétéran, 11 touchés au sol. Donc, extrêmement efficace dans la zone payante. Mais le travail de la recrue, c'est dommage qu'il se soit blessé, mais Devon Akin, 460 verges au sol en 3 parties, 5 touchés au sol. Donc la partie contre les Broncos, 203 verges au sol et 4 touchés au total. C'est des statistiques de MVP pratiquement pour une recrue qui a joué 3 matchs. Donc, c'est dommage qu'on a vraiment hâte qu'ils reviennent au jeu parce que c'est tout un tandem là, pour eux. Ben oui, il y avait une moyenne là, de 12 verges à chaque fois qu'il courait avec le ballon, ce qui est hallucinant. Là. Chaque fois qu'il court, c'est plus qu'un premier essai. Donc, c'est vraiment incroyable. Ça permet justement à toi d'essayer des gros jeux explosifs qu'on voit souvent avec Tyreek et Jalen Waddle. Ouais, donc, les Dolphins qui, effectivement, comme Thierry l'a mentionné, un visage à 2 faces. On a très hâte de les voir en éliminatoire. Moi, j'ai hâte de voir leur fin de saison. Ils finissent contre les Ravens et contre les Bills. Donc, est-ce qu'ils vont finir en queue de poisson puis rentrer dans les séries avec la queue entre les 2 jambes? Donc, ça reste à voir. Moi, une chose que je voudrais ajouter sur les Dolphins, j'espère que Tyreek Hill va être dans les considérations pour être joueur par excellence de la NFL dans une année où les corps arrière, justement, ne brillent pas. Ben oui. C'est pratiquement toujours donné à un corps arrière. Donc, cette année, étant donné qu'on n'a pas de corps arrière vraiment qui joue incroyablement, peut-être que ça pourrait être un receveur pour une fois. On a hâte de le voir performer justement contre les grosses défensives. Il va falloir qu'il lève son jeu d'un cran lorsque ce serait le temps. Justement, les Ravens en fin de calendrier en est un bon exemple. Passons, si vous voulez bien, les gars, une situation quand même assez spéciale. On va faire le comparatif entre les équipes de la NFC et ceux de l'américaine, la AFC. Dans la NFC, le portrait des séries est pratiquement décidé, à part quelques exceptions. Les Eagles et les Cowboys vont faire les séries. Les Eagles 8-1, Cowboys 5-3, je pense qu'on peut le dire de manière assez certaine. Les Lions vont gagner la section nord. Ils sont à 6-2.
Les Vikings auraient pu être dans le mix. On est quand même sur une belle séquence là, à 5-4. On reviendra sur les Vikings un petit peu plus tard. Seahawks 5-3, Niners 5-3. Je pense qu'on est confiant qu'on peut être des séries. Il y a une équipe de la division des Saints, des Falcons, Buccaneers, peut-être un petit peu moins les Buccaneers à 3-5, qui devrait faire les séries. Donc, il reste peut-être une équipe à placer, mais c'est à la semaine 10, c'est rare qu'on voit que les jeux sont pratiquement déjà faits euh, dans une association comme ça, Thierry, pour commencer. Ouais, comme tu l'as dit, il y a vraiment des équipes qu'on voit qui se démarquent plus que d'autres. Tu en parlais justement, il y a les Vikings qui auraient pu être dans la course, mais là, avec la perte de Kirk Cousins, je serais très étonné que Josh Dobbs sauve cette saison-là. Ça en est un. C'est un des sujets. Le Jefferson, on parlera de sa blessure un petit peu plus tard, mais depuis que Justin Jefferson est blessé, on semble être. On dirait qu'on a un élément de motivation de plus. Là, on est quand même dans une très, très belle séquence. On est 4 victoires de suite, on a une fiche de 5-4. Y croyez-vous aux Vikings en série? Thierry, on règle la question tout de suite, là. Écoute, le succès des Vikings cette année passait quand même beaucoup par Kirk Cousins. Que les gens l'aiment ou pas, il jouait vraiment du très bon football. Correa qui était très sous-estimé dans les dernières années. Puis cette année, vraiment a démontré que c'est une pièce maîtresse de cette attaque-là. Puis là, de le perdre comme ça, oui, peut-être le retour de Justin Jefferson va pouvoir aider, mais en même temps, on le sait à quel point un carrière c'est important dans une équipe de football. Sans un carrière comme lui, je ne vois pas les chances vraiment des Vikings de remonter ça. Il faudrait vraiment que Josh Dobbs joue du football incroyable pour pouvoir transporter cette équipe-là en Michael, de ton série. côté, les Vikings, tu parlais d'entraîneur qui est one of the boys. L'entraîneur Kevin O'Connell, ça ressemble à ça aussi, là. Ouais. Il a l'air assez proche de ses joueurs. Ce qu'il a fait lors de la semaine passée avec Josh Dobbs, de lui expliquer les jeux au fur et à mesure, c'est le positionnement des autres joueurs, c'est quand même assez particulier, là. Donc, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. C'est un travailleur acharné. Est-ce que tu y crois aux Vikings, ça? Ben moi j'y crois parce que tu sais, je vois pas qui d'autre là. Puis je C'est ça. regarde les équipes qu'on avait mis en début d'année. Moi j'hésitais Seattle Giants, les Vikings ils étaient dans le Les portrait, Giants, non. mais là ils sont plus là. Mais pour vrai, tu sais, j'essaie de voir des remplaçants pour les Vikings, mais à moins qu'ils s'effondrent vraiment beaucoup, il y a comme pas d'équipe qui m'allume tant qui pourrait prendre leur place pour le moment. Non. C'est sûr que ce qui s'est passé la semaine passée avec un corps arrière qui a dit qu'il connaissait même pas certains des noms des gars à qui il passait le ballon. Écoute, combien de temps ça va durer? Je sais pas. Mais j'y crois, moi. Let's go Vikings, ils sont capables. Un aspect, par exemple, à prendre en considération, tu sais, je viens de sortir le reste de la saison des Vikings, puis on affronte quand même des équipes pas très fortes. On va affronter les Saints, ensuite les Broncos, les Bears, les Raiders, puis on va finir quand même plus difficilement avec Bengals, les Lions, mais on va jouer aussi contre Green Bay. Donc, tu sais, c'est pas des équipes Ouais. très, très, très fortes. Donc, peut-être que ça peut les avantager. Ça va dépendre de comment ils performent avec Et leur nouvelle offensive. dans la division des Saints des Falcons aussi, c'est un calendrier quand même assez facile pour le restant de la saison. Donc, je pense que ça serait quand même assez surprenant qu'il y ait plus qu'une équipe qui. Surtout, on va s'affronter plus souvent entre rivaux de section, là, donc ça serait quand même surprenant qu'il y ait plus qu'une équipe de cette section qui se rentre dans le portrait des séries. Du côté de la AFC, c'est beaucoup plus ouvert, hein. Bon, dans certaines divisions, vous allez le voir, Ouais. c'est étonnamment serré. On commence dans l'Ouest rapidement. Je pense qu'on peut dire quand même avec certitude, les Chiefs à 7-2 dans le Sud, les Jaguars à 6-2 devraient gagner leur division. Dans l'Est, on parlait des Dolphins 6-3. Les Bills, on a eu des problèmes. On est à 5-4. On se bat pour le premier rang. Malgré des problèmes, les Jets, on est à 4-4. Dans la division Nord, c'est fantastique ce qui se passe là, là. Les Ravens sont à 7-2. Les Steelers sont à 5-3. Les Browns sont à 5-3 aussi. Euh, les Bengals sont à 5-3, si je ne me trompe Ils sont pas, tous à 5-3. aussi. Donc, ça fait longtemps que j'ai vu une division où les équipes sont aussi compétitives, où les fiches sont assez, les équipes sortent du lot que la division Nord dans l'américaine. Thierry, pour commencer.
Ouais, puis ce qui est vraiment à surveiller, c'est qu'avec la nouvelle formule des éliminatoires, ça se pourrait que les 4 équipes de, de, de la Nord passent. Donc, ça serait quand même quelque chose de vraiment intéressant. Ouais. Je sais pas, je pense que ça serait une première dans l'histoire de la NFL que les 4 équipes d'une même division. Il faudrait vraiment que certaines équipes s'effondrent, mais Mais en tout cas, ça va être à surveiller. Moi, c'est quelque chose que je souhaite. Là. Ça serait intéressant. effectivement. Ensuite, une équipe à surveiller que je ne sais pas quoi en passer, mais les Texans de Houston, qui n'arrêtent pas de surprendre À semaine après 4-4. semaine. CJ Stroud est incroyable. Ce sont Ouais. des performances pour une recrue vraiment bonne. Il est en train de battre des records. D'après. S'il continue sur cette lancée-là, probablement il va gagner la recrue par excellence de la NFL. Et c'est vraiment une équipe, je pense, à surveiller, même si Les on Texans sait. les Texans et les Chargers à 4-4 dans une division un petit peu plus faible ont des chances de se faufiler. Miguel, de ton côté, ton impression sur justement ces équipes Euh, cette c'est quantité d'équipes qui fait bien. C'est vraiment ouvert. Là. Tu sais, il y a plusieurs équipes, les Jets à 4-4 avec les Chargers, les Texans qu'on a nommés, les Ravens que moi je mettais en bas, les derniers qui rentraient en série sont en haut, les Steelers qui ont une meilleure fiche que les Chargers, j'ai pas vu ça venir du tout, qui ont la même fiche que les Bengals, j'ai pas vu ça venir du tout. Miami, je les mettais, c'est peut-être moi qui étais pas là, mais je les mettais même pas en série. Puis là, ils cassent toutes, donc non, c'est vraiment surprenant cette Ouais. division-là. Puis ça va être la fin de saison va être plus qu'excitante là, à suivre. Parlons, les gars, une situation quand même assez particulière cette année. Ce qui a retenu mon attention dans cette première moitié de saison, c'est la quantité faramineuse de jeunes joueurs, des recrues qui sont émergentes dans la NFL et qui font franchement bien. On a parlé tout à l'heure des porteurs de ballon en hacking des Dolphins. Deux noms qui retiennent notre attention. Évidemment, ce sont des choix de première ronde, on les attendait. Bijan Robinson du côté des Falcons, Jahmyr Gibbs du côté des Lions. Thierry, commençons avec Bijan Robinson, huitième choix au total cette année de l'Université de Texas. C'est 517 verges au sol, un touché. Donc, on dirait qu'il est tellement agréable à voir jouer, mais on est sur notre appétit parce qu'on semble le protéger, si on veut. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec dans les dernières semaines. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. On l'a beaucoup impliqué dans les premières semaines. Puis on disait, waouh, c'est explosif. Il y avait des gros jeux à chaque semaine. Il était le fun d'avoir joué. Puis je ne sais pas si c'est un problème avec les coachs. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne marche pas qu'on ne sait pas. Il y a pas de blessure non plus qui nous a été rapportée, mais il est vraiment sous-utilisé dans Ouais. les dernières semaines. Donc, c'est vraiment. Il y a une question à voir de ce côté-là. Là. Pourquoi il n'est pas plus utilisé? Surtout que ce n'est pas parce qu'il avait mal fait. S'il avait mal joué depuis le début de la saison puis qu'il joue moins, on aurait compris. Mais là, Et les Falcons sont dans une position aussi où ils se battent pour une place en série. Donc, on a tout intérêt à le faire jouer, à lui donner plus de touches. Là. C'est arrivé seulement une fois cette année qu'il y a eu plus que 19 courses dans un match. Sinon, c'est toujours moins que 14. C'est quand même relativement peu. Là. surtout qu'on est dans une équipe où c'est pas le jeu aérien qui est Non. très dangereux. Là. Desmond Ridder, là, c'est Tyler Heineke, si je ne me trompe pas, qui est Ouais. sous Ouais. la barre. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne l'utilise pas plus. Cette équipe-là, on sait qu'ils vont courir, mais en même temps, il faut que ça passe par le jeu au sol. Là. Mais puis en plus, j'aime l'attitude de l'équipe. En plus, une équipe qui est assez robuste, une équipe qui est très. Qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup de chiens. Donc, quand tu as beaucoup de chiens, c'est le fun de jouer au sol. C'est là que tes O-line peuvent vraiment se démarquer puis aller créer des brèches. Donc, je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas c'est quoi le choix des coachs, mais en tout cas, il y a vraiment une question à avoir du côté des Ben, Falcons. tu sais, il avait été benché, je pense, une semaine. C'était bizarre. Il était comme malade, je pense. Ils ont dit qu'il était pas blessé. Il jouait plus. Fait que, comme on dit, c'est Hmm. peut-être pas bisbé avec les coachs, mais je vois pas pourquoi il le protégerait. Tu sais, il devrait prendre exemple sur Détroit avec, c'est quoi, Justement, c'était Gibbs qui a fait- commencé à avoir plus de load, là. faisons justement la transition avec Jahmyr Gibbs, qui était l'autre haut profil
porteur de ballon, 12e choix l'année passée au dernier repêchage en provenance de Alabama. Donc, on a vu quand même un porteur de ballon efficace dans les premières semaines. Il a quand même seulement disputé 6 parties. Il en a débuté 3. C'est quand même une bonne moyenne de 5,2 depuis le début de la saison. Euh, Par contre, c'est seulement 76 courses. Donc, il a été très peu utilisé. Et depuis la blessure de David Montgomery, ben, c'est du travail à couper les souffles qu'il nous a montré. Il est explosif, il est polyvalent, excellent par la passe aussi. C'est 152 verges au sol lors de la semaine 8. Donc, on a vraiment vu de quel bois il chauffait, là, Nickel. Ben, tu sais, si on compare, mettons, le premier match, il y a eu 6 courses, puis au dernier match, il y en a eu 26. C'est Donc, ça. tranquillement, pas vite, ils l'ont utilisé, ils l'ont intégré, puis là, Mais je est-ce pense qu'ils que l'ont intégré juste parce que Montgomery est blessé? Est-ce que c'est un beau ben, concours de circonstances pour eux? Là? L'entraîneur Campbell paraît bien, mais en tout cas, plusieurs avaient de la difficulté de la manière qui était utilisée là, en début de saison. non, effectivement, c'est peut-être la blessure, mais tu sais, si ça a pris ça pour le malheur des uns fait le bonheur des autres, puis Ouais. peut-être ça fait le bonheur aussi du coach de voir finalement que, hey, wow, j'ai un joueur qui est vraiment solide. Comme tu dis, il est très bon par la passe, là. C'est le troisième receveur après Amon-Ra St. Brown et Sam Laporta. Donc, super polyvalent. Donc, moi, si j'étais les Lions ou le coach, là, je serais pas gêné de lui donner énormément de courses. Plus il touche le ballon, plus il y a du succès. Donc, Du côté des receveurs de passe, ben là, c'est la quantité assez impressionnante. Là. Je vais vous nommer plusieurs noms en rafale, joueurs qui se démarquent. Puka Nakua des Rams. Exercice intéressant à dire son nom. Puka Zay, Nacua. Nakua, choix de 177e choix au dernier repêchage. Zay Flowers des Ravens, 23e choix. Josh Downs, 79e choix. Sam Laporta, tu viens de le parler, lui, c'est un allié rapproché, 34e choix. Jordan Addison, 24e choix. Tank Dell, 69e choix de Houston. Donc, certains sont des choix de première ronde, mais il y en a, dont surtout Nakua, sont des choix très lointains, des joueurs qu'on n'entendait pas. Nommez-moi, si vous voulez, les gars, un ou deux noms qui, pour vous, vous ont vraiment épaté depuis le début de l'année, Thierry, pour commencer. Ben, c'est dur de passer sous silence Puka Nakua, comme tu l'as dit, là, qui sort vraiment de nulle part. Là, un receveur qu'on n'avait jamais, 827 verges déjà. on aurait jamais vu venir. Puis là, justement, je t'avais dit au début de l'année, ben là, avec la blessure de Cooper Cup, je sais pas Ouais. comment ils vont pouvoir, à qui ils vont passer le ballon. Ben, j'ai eu une bonne réponse depuis le début de la saison, c'était à Puka Nakua. Euh, Là, c'est sûr que avec les années, on a appris que Matthew Stafford, il est bon pour faire produire un receveur au moins par saison. Il l'a fait avec Calvin Johnson, il l'a fait euh, avec Jones quand il était avec les Lions, il l'a fait avec Cooper Cup. Fait que là, est-ce que c'est le fait que c'est avec Matthew Stafford, il y a tout le temps une chimie avec un receveur qui se développe, ou c'est vraiment un diamant qu'on a trouvé là, très loin dans le repêchage. Là. Fait que mais il reste qu'il faut lui donner crédit. Là, c'est toute une saison qu'il connaît là, pour Vraiment. quelqu'un qui sort vraiment de nulle part. Miguel, de ton côté, lequel tu... Je vais y aller avec Puka Nacua aussi. Je sais pas, c'est le fun à dire, mais euh, encore une fois, moi, je regarde les moyennes là, de verges quand il attrape le ballon, c'est 12,9 verges en moyenne. C'est énorme. Donc, c'est quand même des bons gains à chaque fois que le ballon est dirigé vers lui. Ce qui lui donne confiance et ce qui donne beaucoup de confiance au corps arrière envers son receveur. Puis on sait que c'est très important pour recevoir beaucoup de ballons. Puis là, on parlait des receveurs. Est-ce qu'on peut parler de CJ Stroud un petit peu? Je sais qu'on en a parlé un petit peu tantôt. J'allais finir sur OK. Stroud. Je vais conclure sur les receveurs. Moi, c'est deux Ouais. statistiques qui me parlent beaucoup. Du côté de Jordan Addison des Vikings, avant que Cousins se blesse, oui, évidemment, il y avait Justin Jefferson, mais Addison semblait la cible de Cousins dans la zone payante. Là. Déjà, Mhm. 7 touchés pour une recrue, Ça, c'est énorme, là. 41 passes captées, 534 verges. Donc ça me parle beaucoup. Le deuxième nom, puis on fera la transition justement avec CJ Stroud. Pour moi, c'est Tank Dell. Oui, gros match. J'adore dire son nom.
le 69e choix de l'Université de Houston. Donc, lui, il est à la maison, il est resté dans la même ville, il reste encore chez papa-maman. C'est bien facile d'être dans les bonnes grâces de l'organisation dans ce temps-là. C'est seulement 28 passes captées parce qu'il a été blessé et c'est 444 verges au sol, 4 touchés. Oui, la semaine passée, il s'est gâté, il a eu une performance assez extraordinaire, mais c'est un petit receveur qui est quand même très, très dynamique, très rapide aussi. Et c'est une des, sinon la cible de prédilection de CJ Stroud. La semaine passée, là, rapidement, c'est 114 verges, 2 touchés. Donc, à 5 pieds 10, ce n'est pas grand, mais sa rapidité vient combler un petit peu ce manque de grandeur-là. Parlons de CJ Stroud. C'était le deuxième choix au total des Texans. Les Panthers avaient fait une transaction pour faire l'acquisition du premier choix au total. On a sélectionné Bryce Young. On ne va pas relancer dans son sujet. C'est une performance correcte depuis le début de l'année et on est un petit peu généreux. CJ Stroud, on a vu quand même deux personnages. Là. Dans les semaines 2 à 4, c'est 6 passes de toucher. C'est un rate qui est au minimum de 103,5. Par la suite, ça a été un petit peu moins beau. Là. C'était un rate qui était en bas de 90 jusqu'à la semaine passée, où CJ Stroud a eu une performance historique pour un carrière recru. 470 verges par la passe, 5 touchés, un rate de 147,8. Je n'ai jamais vu une fiche aussi haute. Donc, il s'est vraiment gâté contre les pauvres Buccaneers. Donc, quand même, comme les Dolphins, c'est une performance en deux temps pour CJ Stroud. Il y a beaucoup de questions, il était question de lui. On avait ri un petit peu quant à son test QI football, mais c'est là qu'on voit que c'est les qualités athlétiques sont très, très importantes. Et le produit de Ohio State, plusieurs l'attendaient. Les Ohio State ne font pas des bons carrières. Il est en Ouais. train de prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Thierry, parle-moi un peu de CJ Stroud. Ouais, comme tu l'as dit, on a vu deux versions de lui, mais ce qui est le fun aussi de voir, c'est qu'il n'est pas arrivé dans une équipe qui est, euh, je vais dire, chargée de bons receveurs. On a parlé de Tank Dell, justement, qui a des bonnes statistiques, mais c'est une offensive qu'on ne voyait pas aller très loin. Non. Puis là, justement, il fait ressortir des joueurs, justement, que, tu sais, on n'avait pas vraiment vu venir. Donc, il y a vraiment il y aura des statistiques qui change, je veux dire, qui brille. Maintenant, il faut voir s'il est capable de faire ça plus qu'un match ou deux, puis après ça, d'en avoir deux, trois de mauvais. Il faut voir s'il est capable d'avoir une constance, parce que ça, à la position de carrière, c'est important d'avoir une constance, mais c'est très encourageant parce qu'avoir un bon carrière, ça attire le talent. Donc, pour les prochaines saisons, s'il est capable d'avoir une saison très bonne, ben là, ça va encourager les agents libres à signer là l'année suivante. Ça va amener du talent, puis peut-être que pour une fois, les Texans vont pouvoir être dans les bonnes équipes de la NFL. C'est très encourageant de voir ça chez les Texans. Michael, de ton opinion de deuxième show au total? Ben, c'est que, tu sais, ils ont changé là, les tests cognitifs. C'était une autre compagnie, je pense, cette année ou l'année passée. C'est le test S2 là, qui calcule un petit peu le QI, là, la capacité à lire certaines choses dans un laps de temps quand même court. Puis, il avait fait un résultat, un des pires de l'histoire de ce Ouais. test-là, si je me rappelle bien. Fait que ça a fait peur à certaines équipes, donc peut-être même aux Panthers. Mais de ce qu'on voit, c'est pas un corps arrière pour le moment qui a l'air d'avoir de la difficulté à lire ce qui se passe devant lui, là. Ah. Tu sais, moi, c'est la statistique qui m'impressionne le plus, c'est 14 touchés et une seule interception. Ouais. Donc ça, c'est pas une stats d'un gars qui a de la misère à réfléchir sur un terrain de football. Une seule interception à sa saison recrue, je trouve ça vraiment impressionnant comme statistique. Les gars, le 31 octobre dernier, pour beaucoup de gens, c'était l'Halloween. Pour d'autres, c'était la date limite des transactions dans la NFL. Il y a eu quelques transactions qui sont survenues dans les journées précédentes. Allons-y des principales transactions dans un ordre un petit peu chronologique. On va commencer, Thierry, avec ton équipe, les Eagles, qui ont fait une belle acquisition avec le maraudeur, le safety Kevin Byard des Titans. Tu es bien placé pour parler de cette défensive-là. C'était un manque du côté des Eagles. Belle acquisition de leur part.
Oui, ben effectivement, les Eagles se cherchent présentement dans la tertiaire. Une chance qu'ils sont soutenus par un bon front défensif parce que Ouais. c'est une défensive c'est une tertiaire qui est décevante avec quand même des gros noms, là, avec James Bradbury, Darius Slay. C'était des bons joueurs, mais là, il y avait un manque à quelque part. Puis je ne sais pas qu'est-ce que Howie Roseman, le DG des Eagles, a fait au, euh, Ouais, il y a au beaucoup de Titan, deals au Titan, faciles. mais il va tout le temps chercher. Il est allé chercher Jay Brown l'année passée pour un premier choix, puis c'était vraiment un mauvais choix de la part des Titans. Là, il va chercher Kevin Byard pour Terrell Inman, qui ne jouait pas de toute façon à Philadelphie. Ouais. Un choix de cinquième ronde, puis un choix de sixième ronde. Donc, c'est se débarrasser des choses qui valent. Ça ne vaut pas grand-chose. Là. C'est ce qu'il a donné pour aller chercher Kevin Byard, qui a démontré depuis plusieurs années que c'est un safety qui est très, très performant, qui peut apporter beaucoup. C'est sûr qu'il vient juste d'arriver dans les schémas défensifs des Eagles, donc il n'a pas paru beaucoup, mais c'est sûr que c'est un ajout très important là, pour aider cette tertiaire-là qui se cherche présentement. Ensuite, les deux grosses pièces défensives qui ont été bougées. Du côté des Seahawks, on a fait l'acquisition de Leonard Williams, un joueur de ligne défensive, ancien sixième choix au total. C'est un gars qui est efficace quand même avec les Giants et les Jets auparavant. On a fait l'acquisition d'un choix de deuxième ronde quand même en 2024 et un choix de cinquième ronde. Donc, les Seahawks se renforcent sur leur front défensif. Là où ça devient intéressant, un petit peu lors de la journée du 31, les Commanders échangent leur ailier défensif, Montez Sweet. Donc, c'était un joueur euh, qui était vraiment, qui terrorisait les carrières adverses. Ce sont les Bears qui font son acquisition contre un choix de deuxième ronde. Depuis, on a, on a prolongé son contrat. Sweet allait être joueur autonome. Donc, les Bears, euh, rapidement, dans ces deux transactions-là, du côté des Seahawks, c'est évident, on veut se renforcer pour les séries. Les Bears, ça semble un petit peu curieux. Oui, Sweet est un gars qui est efficace, mais on sacrifie un choix qui risque d'être un très haut choix de deuxième ronde, clairement dans les 40 premiers lors du prochain repêchage. Ça semble un petit peu curieux. On dirait que les Bears, on veut y aller de certains raccourcis dans cette situation-là. Un petit mot là-dessus, Michael. Mais je suis pas certain comme tu dis, de leur stratégie. Tu sais, sont pas en reconstruction, mais je pense qu'ils sont tannés de manquer de succès. Puis, tu sais, je sais pas, c'est clairement pas juste pour vendre des billets, mais ils sont allés faire un gros échange. Mais je pense on aurait fait mieux de garder ce choix-là Je pense. pour bien bâtir, soit renforcer tu sais, la ligne à l'attaque ou on sait que Justin Fields, souvent, il courait partout parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un sur lui. Donc, intéressante stratégie. Je pense pas que c'était la bonne. La bombe dans cette journée, la bombe que personne n'attendait. Du côté des Commanders, il y avait beaucoup de rumeurs. On échange Sweet, on s'est dit, bon, ça va être terminé de leur côté. Et finalement, l'ailier défensif Chase Young a été échangé. Ça en a surpris plusieurs. C'est de voir la destination qui en a surpris encore Ben plus. oui. Ce sont les 49ers de San Francisco. Est-ce qu'il y en avait vraiment besoin? Ben, ça va être épatant de le voir aller. Tu parlais des Eagles tout à l'heure, leur front défensif. Thierry, c'est quelque chose. Du côté des Niners, je pense qu'on vient de remporter la palme avec un front défensif. Chase Young, Eric Armstead, Javon Hargrave et Joey Bosa. On a Bosa d'un côté, Young de l'autre. Chase Young est un ancien deuxième choix au total. On l'a échangé. Oui, il y a eu beaucoup de blessures. On ne s'est pas rendu au niveau qu'on espérait. C'est un gars qui est encore jeune. On l'a échangé contre un choix de troisième ronde en 2024. Thierry, qu'est-ce que tu as pensé de cette transaction-là, puis justement du nouveau front défensif des Niners? Ben, écoute, on ne le voyait pas vraiment venir, comme tu dis, parce que c'est une défensive qui est assez solide, mais en même temps, les 49ers ont perdu leurs 3 derniers matchs. Euh, la défensive a eu beaucoup de misère pendant ces 3 derniers matchs-là. Donc, je pense on n'est pas allé nécessairement de panique, mais on s'est dit, on a le budget, étant donné qu'on ne paye pas un carrière très cher. Là. Brock Purdy doit faire 900 000, là, de ne pas coûter très cher. Donc, on a dit, on a l'argent pour le faire. Ça fait 3 matchs qu'on a de la difficulté avec notre D-line. On ne sait pas trop pourquoi. Les Commanders sont en vente de feu. Ils vendent tout. Donc, on s'est dit pourquoi pas.
Puis en même temps, on est allé chercher pour un choix c'est quoi, un choix de deuxième tour, si je ne me Le trompe pas? troisième ronde. Choix de troisième ronde. Je veux dire, c'est vraiment pas donné gros pour un joueur qui a été choisi en première ronde, puis qu'on s'attend à ce qu'il y ait vraiment Un gros impact. Hein. un gros impact. Donc, surpris, oui, mais avec du recul, ça semble il y a de la logique derrière ça. C'est la NFL. Il y en a Michael, un pour des deux conclure là-dessus. des Commanders qui a gagné la loterie. Là. Tu prends Montez Sweat à Chicago, tu prends Chase Young aux 49ers. Il y en a un des deux qui est content, puis l'autre qui n'est Ouais, pas vraiment content. effectivement. Quoique, s'il y a un beau contrat depuis, Sweet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Michael, juste, as-tu quelque chose à rajouter sur l'acquisition de Young des Niners? Ben, je trouve que les 49ers vont être encore plus excitants à voir aller des deux côtés du ballon. Tu sais, moi, souvent, on regarde les équipes explosives, les Dolphins et tout, puis juste voir la défensive fonctionner des 49ers avant même de voir Chase Young, je trouvais ça impressionnant. Les plaqués sont percutants, les joueurs sont dynamiques, puis là, en plus, on rajoute un Chase Young qui peut grandement bénéficier d'un Joey Bosa de l'autre côté. Je trouve ça, ils vont vraiment être le fun à voir aller. Moi, les gars, je me projette peut-être, puis je m'accepte peut-être un petit peu trop, là, mais je salive à l'idée de voir en finale de la NFC le front défensif des Niners contre la ligne offensive des Eagles. Ça va être du bonbon, ça va être extraordinaire. Ouais. Je prie les dieux du football ils sont souvent assez particuliers, ils nous donnent pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut voir. Les Eagles contre les On va Niners voir en finale de la NFC. un match reprise là, de Ouais, l'année passée exactement. avec un Brock Purdy en santé, parce que Ouais. tu veux quand Exact. même voir tu veux toutes les équipes avec leurs gros canons, tout un Deux match. derniers sujets qui risquent d'être assez quand même rapides à adresser. Parlons de plusieurs équipes qui sont déjà, on a parlé des équipes qui sont pratiquement déjà classées pour les séries éliminatoires. Il y en a plusieurs qui sont déjà éliminées. Euh, donc, qui sont dans la course pour le premier choix au total du prochain repêchage. On parle des Patriots, des Cards, des Bears, des Panthers, des Giants, qui ont tous 2 victoires et moins. Là, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on dit on tank, on tank, on tank. On regarde ces formations-là. On a les Cards qui. On a un ancien choix de première ronde. On a un ancien premier choix au total à la position de carrière. On a les Bears qui, pas si longtemps, on avait le premier choix l'année passée, on l'a transigé. On est allé chercher un premier choix en Justin Fields il n'y a pas si longtemps. Les Panthers, l'année passée, carrière. On ne les voit pas prendre un carrière cette année. Donc, plusieurs équipes qui voudraient avoir le premier choix au total dans une cuvée où c'est dominé par le carrière Caleb Williams, qui est un prodige de USC. L'année passée, il a gagné le trophée Heisman. Cette année, 25 touchés, 4 interceptions seulement. Euh, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec le football universitaire, USC, malheureusement, n'est pas classé parmi les meilleures équipes parce que sa défensive n'est pas compétitive. Mais du côté de USC, lorsqu'on perd un match, c'est 50-45, 50-46. La semaine passée, on l'a vu, Caleb Williams a été inconsolable. Il perdait les chances pour d'être classé dans les meilleures équipes nationales. Mais on y a cru pendant longtemps. Puis c'est tout un prodige selon plusieurs. C'est peut-être c'est probablement le meilleur carrière depuis Pat Mahomes à sortir du repêchage. Donc, on dirait qu'il y a une loterie Caleb Williams, mais certaines équipes n'en ont pas vraiment besoin. C'est un petit peu particulier. Michael, pour commencer. Ben, moi, ce que je pense qui va se passer, c'est que les Cards, moi, je les vois aller nulle part. Puis, de ce que je regarde dans des mock drafts, c'est Marvin Harrison, là, le receveur, qui prendrait. Parce que je vois, à moins qu'ils échangent le premier choix au total à une équipe pour reculer et pour prendre autre chose au premier choix au total, tu sais, ils vont Moi, pas échanger Kyler Murray. Hein. je suis persuadé qu'il n'y a pas une équipe qui va passer Caleb Williams cette année. Donc, soit qui descend, mais il n'y a personne qui va se dire ce gars-là aurait pu être avec nous alors qu'on avait le premier choix au total. Ça arrivera pas. Ouais, mais en même temps, est-ce que tu veux être les Cards puis avoir Kyler Murray et Caleb Williams? Kyler Murray n'est plus ce que c'était. On s'entend, il y a eu beaucoup de blessures, Ouais. plusieurs points d'interrogation. Non, c'est sûr. Thierry, je suis curieux de t'entendre sur la situation.
Écoute, on l'a déjà vu, deux équipes prendre un carrière au tout premier choix au repêchage. Ben, pas au premier choix, mais on a vu les Cards prendre Kyler Murray l'année qu'il avait pris, mon Dieu, comment il s'appelait déjà? Euh, oh boy, c'est l'année de Deshaun Watson, là, je ne me rappelle plus son nom, mais il avait pris un carrière. Leur premier choix était un Ah, carrière, puis l'année suivante avait pris Kyler Hmm. Murray. Josh C'est rare, Rosen. Josh Rosen. Josh Rosen, Ah, ben merci. oui. Donc, on l'avait vu. C'était pas un premier choix repêchage, Josh Rosen, mais tu sais, Soit c'était de première ronde, ouais. un choix de première ronde. Euh, Rendu là, j'ai des soupçons par rapport à Caleb Williams parce qu'il y a. Je ne sais pas si vous avez vu la bombe qui est sortie, là, il dit que lui, il veut jouer pour une équipe dans laquelle il va avoir des parts Oui. dans Ouais. l'équipe. Et ça, c'est toute qu'une bombe, puis ça n'a pas fait l'affaire de bien en Non. tout cas des analystes, parce que les équipes ne se sont pas présentées, ne se sont pas Non. prononcées là-dessus, mais clairement, tu ne peux pas. Impossible qu'une équipe donne des parts à un joueur, surtout un joueur recru. Hmm. Même à Tom Brady, il n'y a personne qui a donné ça. Je veux dire, si Il tu veut donnes faire genre comme Messi dans la MLS, là, il va avoir Ouais. des parts de son équipe. ouais, donc ça, si tu es une équipe, c'est à y penser deux fois. Là, puis là, lui a dit qu'il ne Non. jouerait pas si c'était pas quelque chose de même. Là. Fait que, tu choisis un joueur que lui, peut-être, va décider de ne pas jouer, ou là, finalement, il va jouer. Vraiment mal conseillé dans cette situation-là. On le sait que c'est particulier la question des agents pour les joueurs qui ne sont pas dans la NFL, mais ça a été assez, effectivement, un manque de délicatesse de son côté. Moi, les gars, j'y vais C'est vrai que d'une idée un petit peu folle. Là. Cette année, on pense tous que le bon Bill Belichick en a par-dessus la tête, qu'il est fini, qu'il est au bout du rouleau. Le vieux Bill a tout prévu. C'est Yeah! la pire saison possible pour les Patriotes. Tout va L'enfer. mal de ce côté-là. Le vieux Bill a prévu justement tanker cette année pour aller chercher Caleb Williams. Ça serait-tu beau de le voir comme successeur à Tom Brady? mais est-ce que tu Blague penses à que part. Ben est-ce que tiens, tu penses que on a la Mac chimie Jones. fonctionne? On a Mac Jones. Ah, écoute, je suis prêt à passer à autre chose déjà, là. Mais est-ce que tu penses que le caractère de Williams fitterait avec le régime militaire de Bill Belichick? Euh, Difficile à dire, je ne connais pas personnellement l'individu, mais de voir la manière que Caleb Williams il est capable de s'adapter aux nombreuses défensives compétitives qu'il a affrontées, ça montre quand même qu'il est capable de suivre un plan de match qui est détaillé, puis pas juste un stud offensif. Donc, ce sera à voir. Euh, Certaines équipes qui ont redressé un petit peu la barre, là, on parle les Raiders, c'est quand même agréable de voir ce qui se passe depuis le congédiement de Josh McDaniels. Donc, je pense qu'ils se sont un petit peu écartés de cette course au premier choix. Ils vont quand même payer 80 millions des entraîneurs qui sont congédiés en Ouais. McDaniels Ils n'ont plus et d'argent pour des cas. Gruden. Dernier sujet, les gars. Euh, c'est en lien avec disons, pas une prédiction, mais un souhait que Oh, Thierry, tu fais particulièrement souvent. Tu souhaites avoir des joueurs en santé, avoir les joueurs en santé, étoiles en santé, mais ce n'est pas arrivé du tout. Hein, ça a été C'était complètement inévitable. balayé de la main. Très rapidement, on va commencer avec en ordre chronologique. Dès le premier quart, Aaron Rodgers, on avait tellement hâte. On plaçait possiblement les Jets en série. hmm. Blessure au tendon de l'Achille, on le voit se blessure à la jambe. 4 jeux. Son tendon, on le voit faire la vague sur son mollet. C'est son talon d'Achille qui a lâché. Et c'est le maudit gazon artificiel du stade des Jets et des Giants. Il y a eu plusieurs autres victimes depuis. Beaucoup de joueurs qui se sont blessés sur ce terrain-là. Ça a très mal commencé la saison, Thierry, pour commencer. Oui, mais t'en parlais des terrains synthétiques, là, puis là, sont de plus en plus de joueurs Plaindre. on va dire dénoncer, ouais, plus plaindre que dénoncer, de se plaindre de ces terrains-là. Euh, Écoute, c'est à la longue, c'est moins cher pour les équipes de mettre un terrain synthétique, mais la NFL a tellement d'argent, les propriétaires ont tellement d'argent. Pourquoi ne pas revenir avec des terrains naturels comme c'était? On a vu plein de joueurs se déchirer des ligaments croisés. Là, il y a Mm. Kirk Cousins qui s'est déchiré le tendon d'Achille aussi. Ouais. Là, 2 ans, c'était Odell Beckham qui s'était déchiré le ligament croisé pendant le Super Bowl. Euh, c'est toutes des blessures qui arrivent sans contact, puis il y en a de plus en plus. C'est, puis ça a l'air grandement relié avec les terrains synthétiques. Donc, pourquoi ne pas revenir
avec les terrains naturels que c'est même pas une question d'argent là, pour cette franchise-là de la NFL qui a des milliards et des milliards. Là, je veux dire, Ouais, puis tu sais, la question d'argent, on peut la balayer de la main parce qu'on a vu qu'avec la Coupe du monde de soccer qui arrive, certaines équipes qui veulent accueillir les matchs sont prêts à changer la surface de Ouais. jeu pour du gazon naturel. Donc, ils seraient capables là, de changer terrain synthétique pour gazon naturel. Je sais pas pourquoi Les, ils les- les- retardent ça. les victimes sont nombreuses. On vient de parler justement du stade des Jets. Ben, il y a une autre équipe qui joue là, c'est les Giants. Daniel Jones, blessure torn ACL ouais. la semaine passée, saison terminée. Euh, Juste d'autres gros noms au travers de la NFL. Mike Williams, receveur vedette des Chargers, torn ACL aussi, saison terminée la semaine 3. Nick Chubb, une des blessures les plus déroutantes qu'on a pu voir depuis de nombreuses années. Il a eu un torn MCL et ACL, donc c'est les deux côtés du genou qui se sont tordus. Donc sa jambe faisait littéralement un 90 degrés. Ça, c'était à la semaine 2, saison terminée. Donc, Il on y a voit la tendance. Kyler Murray qui revient de ce genre de blessure-là de l'année passée. Exactement. Il revient probablement cette semaine ou sinon la semaine suivante, mais ça Plus que revient. jamais, on voit que les joueurs sont vulnérables à ce genre de blessure. Et quand on regarde dans la blessure de Nick Chubb, je pense que c'est difficile à prévoir, c'est difficile quand un joueur vient de plaquer dans les jambes, c'est dommage à dire, mais c'est la nature du football, Michael. Ouais, comme tu dis, c'est tellement un sport de contact violent, puis c'est des armoires à glace qui courent à toute vitesse pour te faire tomber. Donc, dans la nature du sport, ce genre de blessure-là va arriver. Mais aussi dégoûtante que ça, aussi, il a vraiment été malchanceux. Là, tu sais, son pied il a planté en même temps que l'angle était parfait, si on veut, pour complètement exploser son genou. Donc, c'est un concours de circonstances. Ça arrive pas à tous les jours, à tous les Non. matchs, mais quand même, là, en faisant ce travail-là, on s'expose à ce genre de blessures, c'est sûr. Le dernier cas à traiter, c'est celui du corps recru Anthony Richardson, qui s'est blessé à l'épaule semaine 5. Je ne sais pas pour vous, les gars, là, mais j'aurais peut-être dû parier là-dessus, puis j'aurais pas eu peur de mettre ma maison qui allait se blesser pour la saison en le regardant jouer dans les premières semaines. C'était un corps Ouais. qui était quand même explosif, il flashait beaucoup, mais il avait énormément de difficultés à se protéger. Il courait à la Lamar sans avoir la délicatesse d'un Lamar, se faisait constamment frapper. Il faut lui donner, il avait quand même disons, il n'avait pas peur d'amener le ballon jusque dans la zone début, mais il a payé le prix à de nombreuses reprises. Il va falloir qu'il change son style de jeu parce qu'il s'est blessé à l'université aussi comme ça. Un style de jeu qui est très, très dangereux. Thierry, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du travail de Richardson avec les Colts? Là? Ben, je suis d'accord avec toi. Là, si j'avais eu un petit 2 à mettre là, au début de saison, j'aurais parié qu'il finirait par se blesser. Comme tu as dit, il ne se protégeait pas du tout. Il voulait toujours aller chercher le une ou deux verges de plus que ça ne change pas grand-chose à la game. Là, sort du terrain, glisse. Mm. Il va falloir qu'il apprenne qu'il joue à la position la plus clé au football. S'il vient qu'à signer un gros contrat, les équipes seront prêtes à donner 50 millions pour un joueur comme ça. Tu peux pas te permettre d'essayer d'aller chercher le deux verges qui manque. Ou à un moment donné, il faut que tu sois humble, puis de dire des fois, ben, je vais laisser un deux verges, puis je n'irai pas chercher le premier essai sur ce jeu-là, mais il faut qu'il apprenne à faire ça parce que là, il a fait 2 commotions. En 5 matchs, il a fait 2 commotions puis une déchirure à l'épaule. Ça regarde vraiment pas Ouais. bien. Il va falloir qu'il fasse ça parce qu'il y avait quand même Des, une des bonne bonnes saison jusqu'à statistiques. Ouais. maintenant. Mais c'est sûr que, étant les Colts, tu as choisi ce joueur-là parce qu'il De son fait attente. ça. Il va falloir que tu deals avec le fait qu'il va courir. Tu ne peux pas l'empêcher de courir, sinon il ne deviendra pas bon. C'est sûr et Ouais. certain, c'est pas un passeur né. Mais il va falloir qu'il trouve des façons, un peu comme Lemar. Lemar court beaucoup, mais a appris à sortir, se glisser, à un moment Choisis donné, ses moments. Ouais. d'essayer de faire attention à ça, mais de trouver un équilibre entre le laisser courir, mais qui prenne des bonnes décisions rendues à la fin de ses courses. Michael, pour Et conclure. après sa première commotion, c'est Trevor Lawrence qui a dit dans les médias, il est sorti dans les médias justement en le voyant aller, il a dit il va falloir qu'il apprenne à se protéger. Tu
peux pas. Surtout les joueurs en défensive, quand ils voient un corps arrière qui s'en viennent, qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, il glisse pas, c'est plate, mais on va se gâter, mon homme. Puis il frappe quasiment plus fort que tous les autres joueurs. Tu sais, quand Trevor Lawrence se dit, hey, protège-toi parce que dans la ligue, ça frappe fort, il n'est pas vraiment appris, là. Il s'est fait brasser, puis il est parti. On est justement à la mi-saison. Il reste 8 semaines, pardon, de football. Euh, c'est un marathon, une saison de football. Reste qu'il y a quand même plusieurs choses, comme on l'a vu dans l'épisode d'aujourd'hui, qui se sont placés. Certains joueurs qu'on ne reverra plus, des équipes qui sont déjà en haut de classement, d'autres qui sont un petit peu plus vers le bas. Mais que ce soit pour la course aux séries, pour les honneurs individuels, pour l'actualité constante de la NFL, il va se passer beaucoup de choses dans cette deuxième moitié de saison. Mais c'était une première moitié de saison qui était assez riche en rebondissement pour les amateurs de football. Donc, ça a été très plaisant de faire un tour d'horizon avec vous, les gars. Je vous remercie de votre participation à l'épisode d'aujourd'hui. On va évidemment se reparler en 2025 lorsque ce sera le temps de faire le tour d'horizon des affrontements des séries. Donc, toujours très, très, très plaisant de parler de football avec vous, les gars. Ben oui, très plaisant, puis merci aux auditeurs d'être fidèles au poste. Ouais, merci beaucoup, Étienne. Puis après ça, c'était en 2024. 2024, effectivement, je me voyais déjà. Je me voyais déjà avec Caleb Williams avec les passes en 2025. Là. Yeah. Au Super Bowl. Fait que je vous dis merci à tous d'avoir été là. Puis on va se dire à un prochain épisode du Temps d'arrêt.